commencez déjà à oublier. Voilà, c'est bon. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire un instant. On va regarder un petit peu comment s'articule le Zoom. Alors, stratégie d'investissement, la troisième partie, en fait, elle va être mêlée à la première. Finalement, je me suis rendu compte que dans les stratégies, ça va être plutôt les différents investissements. On va voir l'importance de faire les deux. Alors, je fais une admission. OK. Excusez-moi, j'ai ma fille qui vient faire éruption. Allez, excusez-moi pour la petite interruption, les aléas du direct. Alors, voilà, donc comme vous le constatez, on va voir comment on peut optimiser cet investissement crypto, encore une fois. Alors, ce n'est pas des conseils en matière d'investissement, je ne me permettrai pas, il ne faut jamais prendre justement pour nos décisions à partir d'une source unique. C'est simplement mon expérience, ma passion pour la blockchain, les crypto-actifs. Si je vous dis ça, c'est qu'en effet, il m'est arrivé aussi de faire des erreurs, hein, parce que je suis positionné depuis 2016 sur cette magnifique technologie, sur le monde des crypto-actifs. Et surtout en 2017-2018, pour ceux qui connaissent déjà la crypto depuis ces années-là, il y a 80% des projets qui sont tombés à l'eau. Il y a eu beaucoup de scams avec des ICO qui n'ont pas tenu la route. Et on y a laissé beaucoup de plumes, sans trop de conséquences me concernant. Je suis passé un petit peu à travers quand même, mais je souhaite partager avec vous cette expérience pour vous permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs, justement. La bonne nouvelle, c'est que j'ai appris la leçon et j'ai commencé à rechercher des différentes stratégies permettant de profiter du marché tout en assurant mes arrières. En fait, on va se rendre compte qu'on est… Là, je vais vous donner différents projets, du plus safe au plus risqué. Voilà. Et en même temps, vous allez me dire, déjà, on n'est pas sur un marché qui est safe. Alors, encore une fois, rappelez-vous cette pyramide des investissements, je vous en parle souvent. L'investissement le plus sécure, c'est l'immobilier. On monte crescendo après sur la partie entreprise, sur la partie action en bourse. Et tout en haut, on a la crypto-monnaie. Donc, on est déjà sur la partie la plus risquée des investissements. Et en plus, là, de façon graduelle, je vais vous montrer des projets de plus en plus risqués et surtout comment se positionner. Ne pas faire la bêtise de trop mettre d'argent sur ces projets-là. Parce que c'est vrai que souvent, beaucoup, et je fais partie de cela, c'est très tentant de se dire, allez, je vais investir sur un projet qui va faire comme le Bitcoin à l'époque, il y a 10 ans en arrière. En fait, il ne faut pas jouer au loto, hein. C'est très risqué. Et des projets comme ça, il y en a 1 sur 100 ou 1 sur 1000 qui va sortir du lot. Nous, avec nos recherches, on essaie de vous donner des projets intéressants, mais voilà, il ne faut jamais mettre beaucoup d'argent et il faut surtout accepter l'idée de les perdre. Donc, sur certains des projets, je vous dirais, acceptez l'idée de mettre que 50 € si vous le souhaitez. Encore une fois, si le projet vous parle, mais pas plus, hein, vraiment pas. C'est la première règle d'or. Hein, vous voyez ici, les personnes qui ont tendance à gagner gros sur les marchés émergents, comme la crypto, vont acheter et détenir les plus importants actifs par capitalisation. C'est ce qu'on appelle le market cap, avec 90% de leur portefeuille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en moyenne, on gagnera plus d'argent au cours de la première et des 3 prochaines années si on achète les coins les plus solides. L'objectif, en fait, vous l'aurez compris, c'est d'acheter des coins qu'on retrouvera, qui seront encore sur les marchés dans 5 ou 10 ans. Le BTC, le TH, ce qu'on va voir, c'est effectivement le cas. D'autres, on sera pas, je ne peux pas vous garantir, dans 5 ou 10 ans, ils existeront toujours. Voilà pourquoi, graduellement, il faut mettre beaucoup plus de capital sur les coins un peu plus safe, un peu plus stables que sur les autres, évidemment. Alors, hop, quelqu'un qui nous rejoint. OK. Alors, vous l'aurez compris, hein, on va commencer dans l'ordre. Le Bitcoin, tout simplement. Encore une fois, il faut en avoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu démodé, que c'est has-been, que finalement, il y a des projets, des blockchains plus performantes, oui, moins énergivores, etc. Mais encore une fois, il faut se rappeler que le projet Bitcoin, c'est le premier, c'est le pionnier, c'est celui qui est accepté dans 16 000 plateformes comme moyen de paiement. Il existe depuis 12 ans. Il a été créé par quelqu'un, Satoshi Nakamoto, qui a, après la crise financière de 2007-2008, avec l'ère du numérique et d'Internet, il s'est dit, voilà, on va créer un projet. En fait, qu'est-ce qui est derrière le Bitcoin? C'est ça qui est important. C'est la question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on est intéressé par un projet. Le Bitcoin, son projet, c'est de remplacer, d'être une devise à part entière. Son souhait le plus cher, et il est en train d'y arriver, c'est de remplacer l'euro ou le dollar. En tout cas, de s'additionner à eux. Et effectivement, c'est le cas, puisque maintenant, on peut payer de plus en plus en Bitcoin. Donc ça, il faut partir de ce principe-là. Pour l'instant, il y a très très peu de projets qui ont les mêmes avantages que le Bitcoin, c'est-à-dire d'être accepté comme moyen de paiement. Partant de ce constat, j'ai envie de vous dire, continuez à en capitaliser, en accumuler même avec CryptoFit, parce qu'on aime ou on n'aime pas la blockchain crypto, la blockchain Bitcoin qui est un petit peu, pas obsolète, mais qui est un petit peu vieillissante. Quoi qu'il arrive, le projet en lui-même, il est pour l'instant incomparable. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Investir sur les plus gros projets, hein, qui ont plus de chances de faire encore partie, comme je vous disais, des monnaies digitales dans 5 ou 10 ans.
Voilà, ça on l'a vu il y a un instant. Et la clé du succès, ça c'est vraiment bien de mettre l'accent là-dessus, c'est qu'en fait, c'est d'investir dans les projets les plus solides. Pourquoi? Parce qu'ils seront disponibles sur le marché et se concentrer sur la façon dont on peut en acheter le plus pour faire grossir son wallet. Et c'est là que Cryptophile a du sens aussi. C'est pour ça que je voulais parler d'investissement à long terme. C'est Cryptophile nous permet au quotidien d'accumuler du Bitcoin, mais le but derrière ça, c'est d'en avoir le plus possible quand il va atteindre 5 ou 6 chiffres d'ici 3-4 ans. Voilà vraiment l'objectif. Encore une fois, on se projette sur 3-4 ans, hein, même si c'est un marché plus volatile, avec des plus gros rendements, et on peut faire de l'argent plus rapidement, mais pas facilement. Ça n'existe pas. Bon, mais l'Ethereum, vous l'aurez compris, c'est la suite logique. Voilà, c'est l'ordinateur. Alors ça aussi, on va comprendre en fait l'idée, c'est que l'Ethereum, effectivement, c'est un projet génial qui ne cesse de prendre de l'ampleur, qui va être, voilà, vous voyez comme c'est marqué ici, la DeFi, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une finance décentralisée en fait. Hein, il y a des projets comme Microsoft, Ethereum Alliance aussi qui est génial par rapport à ça. Un des rares projets qui est accepté sur cette finance décentralisée, cette banque décentralisée, c'est l'Ethereum. Donc effectivement, pour ça, il a encore de beaux jours devant lui. Mais ce n'est pas du tout la même fonction, le même besoin que Bitcoin. Ce n'est pas un jeton de valeur ni un jeton de monnaie. On ne transfère pas de la valeur avec l'Ethereum. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, c'est encore en ce sens que si je vous dis ça, c'est que l'Ethereum n'est pas accepté comme moyen de paiement dans les magasins pour l'instant. En tout cas, pas encore. Donc voilà, il faut bien dissocier les deux. Il ne faut pas dire, tiens, je vais plutôt acheter celui-là par rapport à l'autre. Je pense effectivement pour des raisons différentes, il faut avoir les deux. Voilà, on va regarder un petit peu l'historique. Là, je vous laisse un petit peu regarder que c'est effectivement l'ordinateur mondial. Hein. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Les mises à jour récentes aussi, on va voir ce que c'est. Ça s'est passé en fin d'année dernière. Il y a même le projet Casper, je vous en avais parlé aussi la fois précédente, où le projet radical de l'Ethereum, c'est de passer de la preuve de travail, la proof of work, donc valider des blocs, des transactions par des grosses puissances de calcul, par des gros ordinateurs comme le BTC. Son objectif, c'est de passer en proof of stake, ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, où là, effectivement, ça va être par le biais de détenteurs d'ETH. Donc, il y aura plus de, ça sera beaucoup moins énergivore, beaucoup plus écolo, plus rapide, mais c'est difficile à mettre en place. On pense même que l'ETH va jongler, va ventiler un petit peu avec les deux. Il ne pourra pas passer d'une extrême à l'autre du jour au lendemain. Mais ça, c'est prévu aussi pour juin 2020. Qu'est-ce que c'est l'Ethereum? En quelques mots, on va essayer d'expliquer ça de façon, pour y passer une heure. Hein, c'est un projet qui est tellement dense. Je vais quand même condenser tout ça. Le projet de l'ETH, excusez-moi, je fais une petite manip ici. OK. Le projet de l'ETH, alors c'est un réseau d'ordinateurs en fait qui permet de créer un nouveau type d'application, tout simplement. C'est une plateforme d'échange. Elle est basée sur la technologie blockchain qui permet aux développeurs de réaliser en fait et de déployer des applications décentralisées. Alors que le rôle du Bitcoin finalement c'est de transférer la monnaie virtuelle, celui de l'ETH c'est de faire fonctionner le programme de n'importe quelle application. Au lieu d'investir dans des serveurs, en fait, pour vous donner une idée, au lieu d'investir dans des serveurs classiques, les développeurs vont mettre l'application sur le réseau ETH. Voilà un petit peu sa fonction principale. Alors pourquoi on parle? Alors le créateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Vitalik Buterin, je le prononce à la française, hein, c'est un russo-canadien. Ça a été créé donc en 2015, hein, officiellement, ce projet-là. Il a vraiment explosé en janvier 2018, après l'ascension du Bitcoin. Lui, à son tour, il est monté à 1500 $, et il est resté longtemps à 600 $ en 2019. Là, vous avez remarqué déjà en peu de temps, pour ceux qui en ont sur leur portefeuille, il est passé de 120 $. Là, on avoisine les 200 à l'heure où je vous parle. Donc voilà, on est sur une belle impulsion, sur une belle tendance haussière concernant ce projet-là. Il y a pas mal de raisons qui l'expliquent, notamment justement ces fameuses mises à jour. Alors qu'est-ce que c'est ces mises à jour? Je vais vous dire rapidement ce que c'est. Ouais, 44% en un mois, oui, absolument, ouais. C'est que le début, j'ai envie de dire. Et donc en fait, ce qui s'est passé dans cette mise à jour, c'est qu'en fait le réseau Ethereum s'est déroulé, il peut prendre en compte 3000 transactions par seconde, donc il va aller encore beaucoup plus vite. Voilà, ça s'est déroulé le 8 décembre dernier, ça a été validé sans encombre, donc sachez que la blockchain Ethereum va être encore plus efficace et plus rapide. Voilà, deuxième plus forte capitalisation du marché, on sait que c'est très important aussi, hein, pour qu'il y ait de la stabilité. Et la DeFi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une banque décentralisée. Ça, je vous laisse faire regarder par vous-même. Hein. Sinon, on passerait trop de temps rien que sur ce projet-là. Voilà, encore une fois, c'est une finance, c'est comme une banque, mais décentralisée, où il y a beaucoup de grosses compagnies, encore une fois, comme Microsoft, qui en font partie. Où là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications qui vont être utilisées. Et comme elles passent par le réseau ETH, je vous laisse imaginer la valeur que va prendre l'ETH également. Voilà pourquoi il faut en avoir dans son portefeuille. Alors, le Chainlink.
Voilà, déjà, je vous montre un petit peu ses performances, indépendamment des arguments que je vais vous donner par la suite. 708% en un an. Et je peux en attester, je fais partie des chanceux. Alors, il n'y a pas de chance, hein, ça demande de la recherche aussi. Je l'ai acheté pour vous dire tout à fait de façon transparente. J'en ai acheté en avril, donc il y a pile un an, c'était même mai 2019. Il valait 80 centimes. Alors, comme le Bitcoin, quand j'en avais acheté à 500 dollars, je ne l'ai pas revendu à 20 000 dollars, hein, évidemment. On ne sait jamais quand est-ce qu'il faut acheter et revendre exactement. Sinon, on serait tous millionnaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai quand même, je l'ai revendu à 3 dollars. Donc voilà, j'en avais pas acheté beaucoup, mais c'était effectivement des pourcentages hallucinants. C'est un projet un petit peu particulier. Alors là, vous pourrez constater aussi que c'est un des rares projets, le Link, qui n'a pas subi la baisse que toutes les cryptos ont subi par rapport à la pandémie liée au coronavirus. C'est le seul projet qui continue à être en vague haussière, alors que toutes les autres ont perdu 40% de leur valeur, en tout cas au moment de l'annonce de l'OMS il y a un peu plus d'un mois. C'est le seul qui a survécu à cette annonce-là. Et comme vous pouvez le voir aussi, pour ceux qui en ont, c'est des plus-values haussières qui sont assez hallucinantes. Alors le Chainlink, ben, c'est une crypto-monnaie qui a pour objectif en fait d'utiliser des infos du monde réel pour interagir avec des smart contracts. Alors smart contracts, c'est des contrats programmables, en fait, des applications décentralisées, pour les amener dans la technologie blockchain. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que les smart contracts, on ne peut pas gérer des données présentes hors de la blockchain. C'est-à-dire ça reste que dans la blockchain. Et l'objectif de Chainlink, c'est d'arriver en fait à interférer dans les deux. En fait, les données qui pourraient être importées sur la blockchain, ça serait par exemple des résultats sportifs, la météo, les résultats de vote. Voilà, l'enjeu de la Chainlink, c'est d'arriver à intégrer ces informations extérieures à la blockchain également, qui pourraient servir certaines applications. Voilà, c'est aussi la 11e plus forte capitalisation. Encore une fois, rappelez-vous, hein, on va du plus safe, ici, au moins safe. Ça sera le dernier. Donc, effectivement, graduellement, on reste sur des projets encore solides aussi. Alors, celui-ci, par contre, je ne sais pas, je pense qu'il va encore un petit peu monter. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais il est déjà sur un prix assez haussier par rapport à la nature du projet. On va voir que celui dont on va parler après est plus intéressant, à mon avis, en termes de sous-évaluation. Il est plus intéressant d'en acheter. Alors, personne qui nous rejoint. OK. Je regarde de temps en temps sur le chat aussi. OK. Donc, le Chainlink, je vous montrerai mon portefeuille, hein, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Vous savez, on dit souvent ça en bourse. Je vous montrerai que sur mon portefeuille, il y a exactement les mêmes projets qui sont là. Il faut quand même montrer aussi par l'exemple. Puis je ne vous dis pas qu'il faut tous les acheter. Je vous dis juste les différentes niches. Pourquoi vous allez constater qu'en fait, tous les projets qui sont là, il n'y en a pas un qui répond aux mêmes besoins sur la blockchain. C'est en ce sens qu'à mon avis, c'est un portefeuille qui est diversifié. Si j'avais 10 projets qui correspondent aux mêmes besoins et à la même valeur ajoutée, eh bien, quand il y en a un qui se porte mal, les 10 se porteront mal en même temps. Ce qu'il faut que vous compreniez, en fait, et même en bourse, c'est comme ça. Et quand on diversifie son portefeuille, même en bourse, il faut investir dans les secteurs de l'industrie, de pharmaceutique, les secteurs bancaires, les secteurs de la haute technologie. Il ne faut jamais investir un portefeuille sur le même secteur. C'est vraiment trop dangereux parce que quand il y en a un qui se porte mal, ben, toutes vos actions se portent mal aussi. Et là, c'est exactement pareil pour la crypto. Alors, tous ces projets sont pour holding, Nicolas, oui, la plupart, oui, effectivement. Même le Chainlink, encore une fois, il y en a, je sais qu'ici, ils s'amusent un petit peu, enfin, s'amusent, c'est pas péjoratif, hein, s'amusent à le trader, à faire du short terme. On peut prendre un point d'entrée sur le Link, intéressant, revendre quand c'est un peu plus haut, mais l'idée, c'est quand même d'en accumuler. Le Link, c'est quand même un projet, alors peut-être pas à 3-4 ans comme le Bitcoin, encore qu'il répond à une niche que personne d'autre ne répond, mais au moins se projeter un an avec ce projet-là, parce que vous avez vu déjà en un an ce qu'il a fait. Hein. Pour ceux qui avaient été patients, ils auraient fait 700% de plus. Alors ensuite, ça j'en ai déjà parlé aussi, pareil, il y a un petit rappel, mais bon, c'est important, comme là on est plus nombreux et que d'après moi, c'est vraiment un projet sur lequel il faut compter, c'est le BAT. Hein. Le BAT, lui, il a fait 11% en un mois, là, c'est pas forcément spectaculaire, il est 33e en capitalisation. On va comprendre pourquoi c'est intéressant. Je rappelle rapidement ce que c'est. Voilà, vous avez déjà des indications sur le slide. C'est lorsqu'on navigue sur Internet, en fait, le BAT, il dépend du projet Brave. Brave, c'est un navigateur blockchain décentralisé. C'est un navigateur Internet décentralisé. Et l'idée, en fait, c'est que lorsqu'on navigue sur Internet, on peut choisir de visualiser des publicités. Et si on les visualise, on gagne des BAT. Et une fois qu'on a nos BAT, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retirer les BAT vers notre portefeuille. On peut envoyer les BAT vers un exchange pour les revendre. On peut conserver nos BAT sur Brave, sur le portefeuille Brave, donc le navigateur blockchain, que je vous recommande, quoi qu'il arrive, de télécharger parce que
il va vous protéger de vos données personnelles, il va bloquer toutes les publicités inutiles. Ok, je vois qu'il l'utilise déjà, mais ça, c'est effectivement très, très sympa. Vraiment, je vous recommande rien que pour ces raisons-là, pour le côté données personnelles. Et vous pouvez aussi, avec les BAT, rémunérer les créateurs de contenu, par exemple sur YouTube, sur d'autres médias alternatifs, avec vos BAT. Voilà un petit peu les multifonctions de posséder du BAT actuellement. Mais ce qui est génial, en fait, c'est ouais, il n'est pas tout à fait fini encore le projet. Mais par contre, ce projet, il compte plusieurs millions d'utilisateurs, plus de 40 millions en 2019. Et il y a une vraie communauté, c'est ça qui est important. Et vous l'aurez compris, là aussi, pourquoi c'est intéressant, c'est que le BAT, par contre, il vaut moins de 20 centimes. Lui, par contre, c'est un projet qui est encore sous-coté d'après moi. Lui, il est intéressant d'en posséder aussi pour cette raison-là. Voilà. Et des sites comme Wikipédia acceptent les donations en BAT. Voilà pourquoi aussi on est sur une niche qui n'existe pas parmi les autres cryptos qui ont été présentés. Alors, ouais, ça on en parlera éventuellement tout à l'heure, Fabiola. Il est encore perfectible le projet. Au niveau des BAT, tout n'est pas encore en place, mais tu vas voir que tu vas pouvoir en générer beaucoup plus rapidement d'ici les prochains mois. Le Tezos, j'en avais parlé aussi rapidement la fois précédente. Alors le Tezos, si, à la rigueur, lui, il est là. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est une blockchain française, concurrente à l'Ethereum, mais surtout, elle permet de créer aussi donc, des smart contracts, des applications décentralisées. Elle a exactement la même fonction. Elle est 10e en capitalisation boursière, donc elle fait partie du top 10. Voilà, le protocole, comme vous voyez ici, il utilise un langage de programmation spécifique. Hein, là, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, c'est juste comprendre que ce programme-là, il est encore plus performant que l'Ethereum. Il permet vraiment de faire des vérifications et de trouver des bugs dans le code très rapidement. Voilà, le but dans une blockchain, c'est d'être sécurisé, décentralisé et scalable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas limitée par le nombre de personnes. Et là, c'est effectivement le Tezos, il répond à ces trois critères. Voilà, il utilise un consensus qui s'appelle la preuve d'enjeu, ce que vous avez dit tout à l'heure, alors que l'Ethereum, encore pour l'instant, il est à la preuve de travail. Donc, ça signifie que les blocs sont validés par les détenteurs des tokens Tezos. Et surtout, c'est plus écolo, plus rapide. Donc voilà, c'était l'argument de poids sur l'Ethereum, c'est la preuve d'enjeu. Bon, maintenant, l'Ethereum est en train de passer aussi sur cette façon de valider les blocs et les transactions. Mais pour l'instant, voilà, le Tezos est intéressant aussi pour ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire sur le Tezos qui me semblait important aussi, c'est que ça a été un des… Alors lui, il a fait une levée de fonds, hein, un ICO en 2017. Il a levé plus de 230 millions de dollars. Vous verrez, ils ne sont pas nombreux à avoir levé autant de millions de dollars. Donc, le projet a quand même séduit beaucoup, beaucoup de gens, aussi bien d'ordre privé, d'ordre d'investisseurs que d'ordre public. Mais en tout cas, il a été un des rares aussi, cette fondation Tezos a été un des rares à avoir été audité par un des 4 plus gros cabinets d'audit au monde. Donc, il y a voilà, on sait que les équipes sont importantes derrière, la nature du projet. Là, je pense que tous les feux sont ouverts pour en avoir sur son portefeuille. Et lui, le prix d'achat est encore très acceptable. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il a pris plus de 200% en 6 mois. Voilà, encore un projet différent. Vous remarquerez à chaque fois, hein, on est sur des niches différentes. C'est ça qui fait un portefeuille de qualité d'après moi. Voilà, là on est sur les jeux vidéo. Alors je regarde de temps en temps ce qu'il dit sur le chat. Ouais, ok. Alors ça c'est EngineCon, il est un super projet. C'est une société technologique qui est basée à Singapour, qui a été fondée en 2008. L'équipe qui conçoit sa crypto-monnaie entièrement autour du jeu vidéo dans le but en fait de faire le token le plus utilisé dans cette industrie. Voilà, elle utilise pour l'instant le réseau Ethereum qui s'adresse donc aux jeux vidéo. C'est un secteur qui est épargné par les sirènes du marketing. Ça veut dire quoi? C'est souvent pour séduire, surtout dans des ICO, pour séduire les investisseurs. On parle de système bancaire, on parle de plateforme de location, la blockchain du Airbnb, etc. Là, non. Là, on est sur une niche un peu singulière, mais par contre, regardez la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ce secteur-là, au fil des ans, est en train de devenir un secteur qui dépasse le cinéma et la musique en termes de chiffre d'affaires. Et pourtant, il existe peu de projets qui est porté sur l'utilisation de la blockchain concernant les jeux vidéo. Voilà pourquoi, d'après moi, c'est un projet très intéressant. Voilà, 50e au rang mondial de capitalisation, pratiquement 100% en 6 mois. Et l'avantage, c'est effectivement, c'est qu'ils ont fait aussi un partenariat avec Samsung. C'est une technologie qui est déjà fonctionnelle et qui attire de nombreux développeurs. Et surtout, d'après moi, elle apporte une réelle solution concernant les échanges de biens dans les jeux vidéo. Voilà, elle apporte une valeur réelle dans le monde réel. Et ça, c'est important aussi sur les projets blockchain.
Alors, je vais vous parler, alors, avant de passer à la deuxième partie un peu plus risquée, alors là, il n'y aura que deux projets que je vais vous citer, hein. Il y en aurait d'autres, mais encore une fois, là, c'est 10%, hein. Vous avez compris, 90% sur les projets sécures, ceux qu'on a vus, qui le sont en proportion graduellement. Et 10% de ce qui reste, effectivement, on peut prendre le risque de les perdre. Moi, par exemple, je mets 50 euros sur un projet, je sais que je peux accepter l'idée de les perdre. Mais effectivement, ouais, tout à fait, Nicolas. Cette remarque est judicieuse. Ouais. Grâce au confinement, le NJ a pris beaucoup de valeur, ouais, effectivement. Mais effectivement, là, par contre, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça, ces projets-là, ceux dont on va parler, là, ceux-là, par contre, effectivement, accepter l'idée de mettre que 50 ou 100 euros, parce que s'ils font x100 ou x200, parce que le but, c'est ils ont très peu de capitalisation, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Par contre, s'ils réussissent dans leur projet, et bien même avec 50 euros, si ça fait x100 ou x200, ben, je vous laisse faire le calcul. Mais ne vous risquez pas à mettre un gros capital, parce que là, on a quand même beaucoup plus de chances de les perdre. Voilà un petit peu l'idée. Je vais vous parler d'un dernier projet que je n'ai pas abordé ici sur les slides. Je me suis dit, tiens, mais en finissant la formation, je me suis dit, tiens, j'ai oublié de parler d'un projet qui me semble important. C'est le BNB. Et ouais, le Binance Coin. Vous savez que Binance est en train de prendre une importance. En 3 ans, c'est devenu la plus grosse plateforme de trading mondiale concernant la crypto en moins de 3 ans. Elle a même racheté, maintenant, elle s'est ralliée avec CoinMarketCap. Elle est en train de créer sa propre blockchain. Là, pour l'instant, le BNB, le Binance Coin, il dépend de l'Ethereum. Il va maintenant dépendre de la Binance Chain. Donc, effectivement, tout ça me fait penser qu'il y a d'autres arguments que je vais vous donner dans un instant, qu'il faut avoir du BNB dans son portefeuille. Ça, c'est vraiment important parce que le BNB, en plus, vous savez, quand on fait du trade avec le BNB, au lieu d'avoir des frais de transaction de 0,1%, on a des frais de transaction de 0,05%. Alors pourquoi pour l'instant je ne duplique pas trop cette information? Parce que beaucoup des signaux qu'on reçoit, on ne peut pas les prendre avec le BNB. Donc on est encore un peu limité, je dis bien pour l'instant parce que le BNB se démocratise très très vite. Et comme c'est la principale plateforme de trading, vous aurez compris que de plus en plus de gens qui tradent achètent du BNB. Donc ça lui donne de la valeur. Le BNB, l'année dernière, entre février et juin 2019, il est passé de 9 dollars à 40 dollars. À l'heure où je vous parle, on va regarder d'ailleurs, on va aller en temps réel. Je vais vous montrer mon portefeuille. D'ailleurs, je vais en racheter. J'en ai plus, je vais en acheter devant vous. Pour ceux qui démarrent aussi, ils verront un petit peu comment on peut faire un achat sur Binance. Ça sera une double fonction. Alors, je vais mettre ici. Voilà, ça c'est un de mes portefeuilles. Je vous le montre, hein, vous voyez. C'est important aussi de la transparence. Voilà, là je vous montre les tokens que je possède sur ce portefeuille-là. Voilà. Le data, on ne l'a pas encore vu, on va le voir après. Ça fait partie des projets à risque. Vous voyez, tous les projets dont on a parlé, ils sont là. Et je vais rajouter évidemment le BNB dont j'en ai plus. Petite erreur de ma part. OK. Ouais, et le BNB, effectivement, Nicolas, tu as raison, il nous permet d'aspirer les poussières en plus. Bon, vous savez, quand vous vendez vos tokens par rapport aux signaux qu'on reçoit, il vous restera toujours des poussières, des décimales. Et le Binance Coin, il a ce privilège d'aspirer toutes les poussières pour se cumuler en BNB, hein, ce qu'on ne peut pas faire avec le BTC. Alors, je vais aller par exemple ici, je vais aller sur Trade. Alors, comme ça. OK. Spot avancé. Ethereum. Moi, je vais en acheter avec un peu de TH et plus beaucoup de Bitcoin. Alors, on va mettre BNB. OK. Voilà. On regarde un peu la courbe. Ouais, elle est en train de monter. Je n'achète pas au meilleur prix. En plus, j'avais vu un point d'entrée ce matin plus intéressant. OK. OK, génial. Alors, je vais en acheter devant vous. Encore une fois, c'est vraiment un token que je vous recommande, surtout avec ce qui se passe en ce moment avec Binance. Ils sont en train de vraiment avoir les reins de plus en plus solides. Ils sont en train de créer beaucoup de choses. Vous savez que maintenant avec Binance, il y a des effets de levier, il y a du futur, il y a du margin, il y a du stacking. On peut pratiquement tout faire comme chez un vrai grand courtier en bourse. Et ça, tout ça a été fait en moins de 3 ans, hein. Je vous laisse imaginer un petit peu le potentiel de cette plateforme. C'est pour ça que je vais en acheter. Là, on a une valeur, on est à… Alors, OK. Actuellement, il vaut 15 euros. Ouais, allez, on va en acheter un petit peu. On se met là. Donc, je me mets au prix du marché ici. Alors, 25, ça me fait 21 BNB. OK, parfait. Buy en temps réel. Je vérifie si ça fonctionne bien.
On va voir si ça apparaît sur mon wallet. Voilà, j'ai mes BNB qui apparaissent aussi. Super, voilà le portefeuille dont je vous ai parlé. Ben voilà, c'est QFD, c'est un peu celui que j'ai sur celui-ci. J'en ai un autre qui me sert uniquement pour les trades. Voilà, ok, parfait. Allez, je repasse sur les slides. Donc, j'avais oublié d'en parler sur les slides. Donc, le BNB, pensez-y aussi. L'écosystème est tellement cohérent chez Binance qu'il faut absolument en avoir aussi. Ok, alors, effectivement, donc maintenant, on va parler des cryptos faiblement capitalisées. Donc, si elles sont faiblement capitalisées, c'est beaucoup plus risqué, effectivement. Et c'est vrai qu'il est très tentant d'acheter des tokens à risque. Hein. Je suis le premier à partager cette idée-là. Je me suis boulé un peu les ailes en 2017 et en 2018. C'est vrai que je l'ai un peu appris à mes dépens, surtout lorsqu'on voit que certains d'entre eux, je pense que vous l'avez tous remarqué en allant un peu sur Binance ou même sur Delta, on a des tokens qui prennent 50% ou même 250% en 24 heures. Je ne sais pas si vous me confirmez, mais je pense que ça vous est déjà arrivé de voir ça. Mais s'il les prend, c'est qu'il peut aussi les perdre. Donc attention par rapport à ça. Ah, vous voyez bien mon écran, j'ai fait une mauvaise manip là. C'est bon au niveau de l'écran? Confirmez bien, je crois que j'avais arrêté le partage. C'est toujours bon? Ok, ouais, super. Voilà, moi je vais vous parler que de deux projets alternatifs, un petit peu plus risqués. Encore celui-ci, vous l'avez vu sur mon portefeuille, on le trouve sur Delta, pardon, sur Binance. Ce qui est assez rare sur des projets alternatifs, généralement ils ne sont pas encore sur Binance. C'est aussi pour ça que c'est un peu plus risqué. Et voilà, l'idée c'est que le data est intéressant parce que c'est l'équipe. Alors, quand on commence à arriver sur des projets un peu plus underground, un peu plus alternatifs, regardez bien le white paper, le projet et l'équipe qui est derrière. Et là, c'est ce qui m'a plu dans le data. C'est un protocole déjà qui permet de fournir de nombreuses données pour des applications décentralisées, des smart contracts. Il est construit, encore une fois, vous voyez pourquoi l'Ethereum, il faut vraiment en avoir. Il est construit sur la blockchain Ethereum. Le data, en fait, son intérêt, il est multiple. C'est un moyen de paiement pour les données. Il récompense aussi pour le maintien des nœuds du réseau. Actuellement, il vaut 0,04 centimes d'euros, le data. Donc, il est très sous-évalué. Vous avez vu ce qu'il a fait en 6 mois? 218%. Voilà, il est 123e au niveau de la capitalisation, donc il n'est pas non plus, il n'est pas au 700e rang. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas les mêmes enjeux et les mêmes volumes de transactions tous les jours. Donc là, ce qu'il faut regarder quand c'est comme ça, c'est s'il n'y a pas de grosse capitalisation, c'est qui c'est qui est derrière et quelle est la valeur ajoutée que va apporter ce projet. Voilà les deux questions qu'il faut répondre vraiment quand on va investir sur des projets underground. Et surtout, ne mettez pas un gros billet sur ce genre de projet. On ne sait pas si dans 5 ans ou dans 10 ans, il sera encore là. Et le deuxième, certains d'entre vous le connaissent, je le sais sur ceux qui sont connectés, le Naizo. Naizo. Ça, je vous recommande je vous recommanderai une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Sisyphe, qui est une très très bonne vidéo. Peut-être que certains le connaissent aussi, un blogueur sur YouTube. Effectivement, il en parle très très bien. C'est un joli projet, mais alors lui, par contre, c'est un projet qui est vraiment sous-coté et à fort potentiel d'après moi. Alors lui, on ne le trouve pas sur Binance. Voilà. On ne le trouve pas sur Binance. On le trouve soit sur Qtrade, soit sur Bilaxy. Il n'y a que deux plateformes où on peut le trouver. Alors, comme de nombreuses crypto-monnaies, Naizo, il ambitionne de résoudre la triptyque, créer un réseau rapide, scalable, on appelle ça, sécurisé et décentralisé. Lui, il y arrive, il répond à ces trois questions et surtout, il possède un consensus qu'aucun autre projet blockchain ne possède. C'est la preuve de diversité. En fait, on pourrait appeler ça la preuve de temps. C'est une ressource en fait qui résiste à toutes les attaques. C'est-à-dire qu'en fait, là, on peut tous mandater pour pouvoir valider les transactions du Naizo, mais on est limité par 4 personnes par jour. En fait, il y a une liste d'attente. Il y a plus de 700 personnes qui attendent pour pouvoir valider les transactions du Naizo. Ce qui fait qu'en fait, même quelqu'un qui arrivait à hacker un peu le système, la blockchain, il sera obligé d'hacker aussi même tous ceux qui sont en file d'attente, puisque même tous ceux qui sont déjà dans le réseau, et encore une fois, comme il y a une donnée de temps, ce qui est pratiquement impossible à faire. Donc, en termes de sécurité, il est juste génial, ce projet. Et surtout, il est très rapide. Hein. Un bloc est produit toutes les 7 secondes, ce qui permet un nombre de transactions par minute qui est très élevé. Voilà. Et lui, il a une valeur marchande de 15 centimes d'euros à l'heure actuelle. Alors, les plateformes, Laurence, c'est Qtrade, avec Qtrade ou Bilaxy. Bilaxy XY à la fin. Alors, celui-ci, il y a très peu de capitalisation. Là, je crois qu'en 24 heures, il y a eu moins de 300 000 $, ce
qui est très peu hein, pour un projet crypto. Donc là, si vous voulez vous positionner, mettez franchement que 50, acceptez l'idée de perdre 50 ou 100 euros. Je préfère le dire comme ça. Voilà. Encore une fois, c'est un conseil usage pédagogique. Je vous donne ma version, je vous donne un petit peu mon expérience et pourquoi c'est des projets que je peux trouver qui peuvent être séduisants ou attirants. Parce que surtout, l'idée, c'est de répondre à une question très importante quand on va investir dans la crypto. Tout le temps, quel que soit un moment de vous investir sur un projet, posez-vous cette question. En quoi une application de type blockchain peut-elle révolutionner ou tout simplement apporter de la valeur ajoutée dans cette industrie? À chaque fois que vous êtes projeté sur un projet, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau que n'apportent pas les autres? Est-ce que c'est une niche originale, singulière? Est-ce qu'il y a déjà du monde sur ce genre de… Vous savez, il y a beaucoup de projets qui sont sur améliorer la blockchain, plus rapide, sur l'Ethereum, etc. Ça, c'est des projets, voilà, il y en a beaucoup. Donc, je ne vous recommande pas d'investir forcément sur cela, même s'il y a une bonne capitalisation. Cherchez des projets aussi qui répondent à un besoin dans le monde réel, comme le BAT, donc comme le NJ. Ça, c'est du concret. Ça, c'est des business models qui fonctionnent bien. Voilà. Alors, je vais passer ici. Donc, c'est un des rares projets qui est vraiment sous-coté. Hein. Un petit peu comme le data aussi. Voilà, c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Ouais, Bilaxi, ça s'écrit comme ça. Qtrade avec un Q, pas KU, mais avec un Q. Voilà, comme ça. Comme l'a écrit Joseph. Voilà, un petit récap sur ce qui a été dit avant de parler un peu du halving. Voilà. Alors, on l'a vu, hein, je fais un récap, investir seulement sur les gros projets pour commencer. Si tu veux des rendements plus importants, accumule dans ces projets-là. Ceux qu'on a vus, même d'abord les deux premiers, hein, ETH et BTC. Comment en accumuler? Ben, le BTC, le cryptophile, il sert à ça, encore une fois. On achète 1000 euros de Bitcoin, hein, 0,1 Bitcoin, et on essaye tous les jours d'accumuler grâce aux alertes au profit pour en avoir tous les jours un peu plus, pour être prêt au moment où il va décoller, évidemment. Ensuite, si tu vas acheter des coins à faible capitalisation, comme les deux derniers qu'on a vus, encore une fois, recherche sur le projet, équipe, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'une tierce personne nous dit. Hein. Souvent, des fois, on a du hype. Même une star, un influenceur, hein. Floyd Mayweather, vous savez, double quintuple ou même décuple champion du monde de boxe anglaise. Il avait fait l'apologie de ICO. Ça a été un scam. Donc attention, même si c'est des stars qui en parlent, ne pas se fier qu'à cette personne-là, évidemment. Hein. Aux États-Unis, on dit toujours invest in the team. D'abord l'équipe, avant même le projet. Et là, vous avez vu à l'inverse, j'aime bien cette phrase aussi qui est une phrase pareille, hein, les Yankees qui utilisent ça. Boring, always win. En fait, les projets qui peuvent paraître un peu à moins fort rendement, qui paraissent un peu ennuyeux sur notre portefeuille, c'est toujours ceux-là qui gagnent. Et ça, vous pouvez le vérifier. En fait, il y a dans tous les, même faire l'analogie avec la bourse. Hein, je sais qu'ici, il y en a qui font de la bourse. En bourse, vous savez très bien que ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui investissent sur des gros projets, déjà parce ils donnent des dividendes très importants. Mais en plus de ça, c'est des projets qui arrivent à résister aux épreuves du temps et des fluctuations financières et économiques. Alors, vous avez plus de chances de gagner de l'argent avec LVMH, avec Apple, que sur des activités de pharmaceutique, de biotechnologie qui sont très volatiles, où on prend beaucoup de risques. C'est la même analogie. Boring, always win. Voilà, ça c'est un dicton qui est important de se rappeler aussi. Et faire attention effectivement que tous les coins soient répertoriés au moins sur quelques échanges, les exchanges, sur quelques plateformes dans les prochains mois. Ça, c'est pas pour les projets qui sont un peu plus risqués. Ok, il y a des gens qui arrivent que maintenant. Hop, avant de passer sur la partie halving rapidement, je fais une petite transition, une phrase que je trouve assez sympa, c'est assez révélatrice en fait de la blockchain, qui donne du sens au slogan que j'ai donné aussi à Cryptophile. Les crypto-monnaies ne sont pas sans régulation, parce qu'il y a des gens qui pensent ça encore, hein, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas y aller. En fait, elles sont régulées par des algorithmes au lieu d'être régulées par un gouvernement bureaucrate. C'est incorruptible. C'est pour ça que c'est génial la blockchain. Quand on dit que, vous savez, le slogan de Cryptophile, c'est la confiance rétablie. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, on remet le pouvoir monétaire aux mains du peuple. On ne passe plus par un tiers de confiance, c'est de main à main, de portefeuille à portefeuille. Il n'y a plus de serveur central. On se fait confiance entre les membres du réseau et c'est infalsifiable. C'est pour ça que ça donne du sens aussi à ce qu'on fait là. C'est l'idée de génie de la blockchain. C'est que, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai mis aussi sur le groupe. Je vous recommande la lecture, le dernier ouvrage de Robert Kiyosaki qui s'appelle Faux. Vous pouvez le remonter sur les fichiers aussi. Ouais, c'est ça.
Et effectivement, le dernier ouvrage de Robert Kiyosaki, même lui, il se met à parler de crypto-monnaie. Il appelle ça la monnaie du peuple. Et c'est vrai que c'est un peu par rapport à ça. Il parle du Bitcoin, de l'ETH comme étant la monnaie du peuple, alors que l'euro, le dollar et le peso, par exemple, ben, c'est la monnaie des gouvernements qui sont manipulés par les banques. Voilà pourquoi aussi c'est vraiment une technologie d'avenir. Et je voulais faire une petite transition avec ça. Voilà, on est dans la monnaie du peuple, on se refait confiance à nouveau, et ça, c'est vraiment génial. Allez, on parle rapidement du halving. Pourquoi? Parce qu'il a lieu dans très peu de temps. Il n'y a pas de date exacte. Souvent, on me dit, mais c'est quand le halving? Il n'y a pas de date calendaire. Hein. On va voir pour quelle raison. C'est par rapport au nombre de blocs, en fait, hein, le halving. Ce n'est pas par rapport au niveau calendaire. Donc, c'est à peu près à la fin du mois de mai. Il n'y a pas de date exacte. C'est un événement donc, qui se produit tous les 4 ans. 210 000 blocs, à chaque fois, en fait, au 210 millième bloc extrait après le précédent halving, on va passer au prochain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date exacte. Ça réduit la quantité de Bitcoin par deux, hein, la récompense des mineurs. On va passer de 12,5 à 6,25 à partir du mois de mai au prochain halving. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le groupe? Ouais, ok. Ensuite, cette récompense de moitié a été codée donc par le créateur du Bitcoin, hein, Satoshi Nakamoto, dans le protocole Bitcoin afin d'appliquer la politique déflationniste des devises. Voilà, l'idée, c'est de ne pas avoir justement, de pas subir la même chose que l'euro ou le dollar, et au contraire de provoquer de la rareté, de l'inflation pour que justement sa valeur augmente. Il a pris le contre-pied des devises fiduciaires. Le raisonnement est simple, la réduction périodique de moitié a permis au Bitcoin de devenir la première forme d'argent de l'histoire, dont l'offre totale est connue à tout moment et où l'inflation n'est contrôlée que par un algorithme. Voilà. Et encore une fois, ça va être l'offre et la demande qui va insidieusement lui redonner de la valeur. On pourra le voir tout à l'heure sur CoinMarketCap. Quand il va y avoir le halving, hein, la récompense donc de moitié, ne vous dites pas que du jour au lendemain, il va doubler le Bitcoin. Hein. Ça va être beaucoup plus lent. Je vais même aller plus loin. Il risque même de baisser après le halving. On va voir pour quelle raison dans un instant. Bon, on va répondre à cette question du halving qu'on se pose souvent. Et puis après, on passera à une partie question-réponse. Alors, on n'a pas entendu ce qui se passe. Exactement, Joseph. Exactement ça. Je l'avais d'ailleurs en anglais, c'est acheter la rumeur et vendre les nouvelles. Ouais, dans le halving, il y a aussi beaucoup de spéculation. On va le voir dans la dernière question qui est là. Voilà. Donc, quand le Bitcoin 2020 diminue-t-il de moitié? Eh bien, donc, comme je vous disais il y a un instant, il faut garder à l'esprit qu'il y a la date de réduction de la récompense, donc ce qu'on appelle le halving, n'est pas décidé par le calendrier, mais par le nombre de blocs qui va être miné. En fait, dès qu'on arrivera à 210 000 blocs, effectivement, qui auront été minés, et bien on passera du halving 2016 au halving 2020. Voilà exactement comment ça marche au niveau technique. Après, de quel Bitcoin est-ce la moitié? La moitié, ça veut dire en anglais le halving, hein, vous l'aurez compris. Ben, là, on va aller voir le graphique tout à l'heure. En fait, ça sera la troisième récompense divisée par deux. Là, c'est le troisième halving. Le premier a eu lieu en 2012, en novembre 2012, le deuxième en juillet 2016 et le troisième aura lieu en mai 2020. Quelle sera l'inflation du Bitcoin après la réduction de moitié? Ben dans le mois de 2020, quand on va passer donc au halving, on va passer donc de 12,5 Bitcoin à 6,25. Cela va réduire l'inflation annuelle du Bitcoin à 1,8%. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous donner une idée, l'inflation annuelle de l'or, donc du gold, est en moyenne de 3%. Donc ce qui va être génial avec ce halving, c'est que le Bitcoin deviendra encore plus rare que l'or après le prochain halving. C'est pourquoi les gens, d'ailleurs, souvent, on appelle le Bitcoin l'or digital, l'or du web, pour ces raisons-là. Donc après ce halving-là, il va devenir encore plus rare que l'or classique, que le métaux précieux. Alors ensuite, combien de Bitcoin par jour après la réduction du halving, après donc la réduction de récompense en français? Donc comme je vous disais il y a un instant, le halving par bloc, là actuellement on est à 12,5 Bitcoin par bloc, toutes les 10 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en ce moment, les mineurs ils génèrent en moyenne 1800 Bitcoin par jour. Là, actuellement, hein, jusqu'au prochain halving, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après le halving du mois de mai, on va passer à seulement 900 Bitcoin par jour. Voilà, tout ça, c'est juste des chiffres comptables qu'on n'a pas forcément quand on parle du halving. C'est pour ça que ça me semble important de vous les donner. Vous comprendrez un peu mieux ce que ça signifie derrière l'algorithme aussi. Voilà, tout à fait, Joseph. Ensuite, combien de Bitcoin y aura-t-il au moment de la réduction de moitié du halving? Au moment de la réduction donc, du halving, on va passer donc là actuellement, quand le halving va vraiment s'officialiser, on aura miné 18 375 000 Bitcoins. En fait, ça représente 85% de l'offre totale du Bitcoin. Vous savez, le maximum supply comme market cap, c'est 21 millions d'unités. Là, ça va représenter déjà 85% de l'offre.
Et en plus, je sais qu'on dit souvent qu'il y a 25% de Bitcoin de la part de l'offre totale de Bitcoin qui s'est perdue. Des gens qu'on a achetés qui qui pourront pas les utiliser parce qu'ils ont perdu leur login, etc. Voilà. La dernière question, le dernier fait qu'on pourrait se poser aussi, c'est quel sera le prix du Bitcoin à partir du halving. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le halving, en fait, il sert de catalyseur. En fait, on se rend compte que c'est le meilleur moment pour investir dans la crypto-monnaie. Le prix du Bitcoin, il a deux principaux catalyseurs quand il y a un rallye comme ça avec le halving. Le premier, c'est ce que disait Joseph en anglais, c'est acheter la rumeur, vendez les nouvelles. Alors, il y a une partie qui est très spéculative. Ne vous étonnez pas d'ailleurs. Ce qui va se passer, c'est que là, en fait, il va monter assez brutalement le Bitcoin là pendant les semaines qui vont arriver. Et paradoxalement, il va rechuter après le halving. Pourquoi? Parce que justement, les gens, ils vont investir d'abord sur le fait qu'ils vont acheter un actif avant l'événement. Et à l'inverse, ils vont le revendre juste après, parce qu'ils auront fait justement déjà pas mal de bénéfices. Ça, c'est vraiment le côté spéculatif du halving. Et je l'ai vécu avec le Litecoin. Vous savez, le Litecoin, c'est comme le Bitcoin, c'est un jeton de valeur. Le précédent halving a eu lieu au mois d'août. Pour ceux qui suivent un peu le Litecoin, il est passé donc de 60 à 100 dollars avant le halving. Et après le halving, en fait, il a chuté brutalement. Et là, comme vous savez, il a 40 ou 50 dollars. Je ne suis plus trop ce projet-là. Mais en fait, il n'a jamais retrouvé pour l'instant le cours qu'il avait avant le halving. Donc, soyons prudents aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de spéculations aussi liées au halving. Après, il y a une valeur comptable qui fait qu'il y aura 2 fois moins de Bitcoin en circulation. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, dites-vous que si vous voulez en acheter, vous pouvez en acheter aussi maintenant, revendre après le halving pour vous repositionner quand il y aura de nouveau une correction après l'événement. Ça, c'est important aussi. Et puis après, il y a l'impact sur le marché que va permettre l'offre qui sera réduite, évidemment. Ça, c'est plutôt la partie fondamentale. Voilà un petit peu, je finirai d'ailleurs sur ce slide ici. On va se mettre ici, on finira là-dessus sur le halving. Alors, là, ok, ici. Alors, je vous remonte rapidement l'historique du Bitcoin, comprenez mieux le halving. Premier halving, donc, il a eu lieu en novembre 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté il est passé de 100 dollars à 1150 dollars donc en 2013, mais ça a mis pratiquement un an. Alors, il y a eu un autre paramètre aussi qui a permis d'être impacté. C'est une raison financière et économique, c'est la faillite qu'il y a eu en Grèce. Vous savez que la Grèce a déclaré faillite en 2013. C'est ce qui a généré aussi la hausse du Bitcoin, puisque c'est censé être une valeur refuge. Donc, comme il a été créé après la crise des subprimes en 2007-2008, les gens se sont dit, tiens, en fait, ça a vraiment du sens d'acheter du Bitcoin. On va se réfugier sur une valeur refuge, une réserve de valeur comme l'or. Et il est monté pour cette raison-là et parce qu'on était passé de 50 Bitcoins à 25 toutes les 10 minutes. Deuxième halving, juillet 2016, il était à peu près à 500 dollars. Vous avez vu, il est monté à 20 000 dollars plus d'un an après, en décembre 2017. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par là. Ne vous dites pas que juste après le halving, ça va exploser. Non, ça va même baisser un petit peu et ça va reprendre de la valeur sur les mois qui suivent. Je pense réellement qu'il va retoucher donc les 20 000 dollars et même plus, pas avant la fin de l'année 2020, voire même premier trimestre 2021. Donc voilà, faut rester cohérent aussi par rapport à ce genre d'événement, même si encore une fois, on va passer de 1800 bitcoins par jour à 900. Alors, je vais repasser ici. Hop. OK. On va mettre la caméra également. Merci en tout cas d'avoir suivi le Zoom en lui-même est terminé. Après, on peut échanger un petit peu. Alors, il y avait une question qui avait été mise aussi sur le groupe de discussion. Effectivement, plus le Bitcoin va reprendre de la valeur, va monter, plus ça va être difficile de refaire du profit face à lui parce que justement, les altcoins répliquent la montée du Bitcoin, mais un peu en décalé. Donc, en fait, il est plus facile de faire du profit quand il est en correction que quand il est en hausse. Vous l'aurez compris aussi. C'est pour ça qu'il y a plus de trades en cours qu'habituellement parce que le Bitcoin est en train de monter. Alors, je regarde s'il y a des questions. Ouais. Ouais, c'est Jérôme, tout à fait. Acheter et revendre le stablecoin, il sert vraiment à ça. Hein. L'USDT notamment, ça sert justement plutôt de les reconvertir en euros. Puis on avait vu fiscalement qu'il ne faut pas que ça réapparaisse en euros. Parce que là aussi, c'est là qu'il s'il y a une hausse, une plus-value, c'est là-dessus qu'il va falloir s'arranger avec les impôts. Donc plutôt les faire passer en stablecoin, parce qu'en plus de stabiliser les corrections du Bitcoin, en plus, fiscalement, on n'est pas impacté. Ça sert aussi à ça.
Ok. Et ça craint rien, le stablecoin? Bah, non, normalement, ça passe. C'est fait pour être un peu moins impacté justement que l'inflation, que la déflation des valeurs des devises fiduciaires. Après, j'ai pas, moi, oui, j'essaie d'y aller le moins possible quand même sur les stablecoins, effectivement. Je préfère même attendre que la correction repasse vers le haut, que ça remonte vers le haut, que de faire des manipulations comme ça, des allers-retours avec les stablecoins. Mais ponctuellement, ça peut être très utile quand même, hein. Mais pas rester trop longtemps avec. Voilà. Que ça soit juste une transition. OK. Alors, alors Julien, sur le Voichen, ben, pas grand-chose en fait. Ça fait, moi, très sincèrement, ça fait même longtemps que je ne me suis pas repenché sur le projet. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement avec celui-ci. Je vais faire quelques recherches. Je te répondrai en privé si tu le souhaites. Mais là, très sincèrement, je ne vais pas donner d'éléments de réponse parce que je ne le suis pas de près. Je ne pas depuis un moment. Donc voilà, j'ai pas de réponse précise à donner sur ce projet-là actuellement. En tout cas, j'ai pas investi sur celui-ci. Voilà. Ouais, ouais. Emmanuel. Oui, Nicolas. Et pour Iota, c'est étonnant, tu n'en as pas parlé. Du IOTA. Ouais. Yes. Ouais, c'est vrai. Ben, il fallait faire un choix. Et puis, le IOTA, c'est un beau projet. Il a son propre système, son propre consensus. Ça dépend d'objets interconnectés. Il n'a pas de blockchain adossé à l'Ethereum ou à la preuve de travail. Mais effectivement, je pense il a pas mal de choses à régler au sein même de l'écosystème. Il a un peu moins le vent en poupe en ce moment, le IOTA, même si c'est un projet d'avenir. J'en ai pas fait l'apologie parce que là, je parle des projets 2020. Ça ne vous a pas échappé. Pour moi, 2020, ce n'est pas un projet où il faut investir, pour l'instant. Voilà. Même si c'est un Ok, projet très très noble. ça marche. Mais dans l'immédiat, s'il fallait mettre une pièce sur 2020, moi, il n'en ferait pas partie, pour l'instant. Voilà. Après, il y a des réformes très souvent qui sont faites dans les projets crypto, donc ça peut vite changer, hein. Mais alors, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas celui que je privilégierais. Voilà. Ok, ça marche. Pour l'achat du Bitcoin, tu nous conseilles quelle période? Ben, j'ai envie de te dire, là aussi, tout Bitcoin que tu vas acheter en dessous de 10 000 dollars, tu vas faire une affaire. Après, il faut faire du trading et faire des allers-retours. Là, c'est évidemment intéressant. Évidemment intéressant. N'attendons pas trop parce que je pense qu'on va avoir le côté spéculation. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Là, on commence à être en plein dedans. Donc, si on va vouloir attendre une correction, je ne suis pas sûr qu'elle arrive avant le halving, hein. Je dis pas après. Donc, je pense que là, dès qu'on peut, il faut mettre une pièce dessus un peu tous les jours, hein. Voilà, Fadula. OK. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Ça va, c'était clair au niveau du son jusqu'au bout? Ouais, ok, parfait. Oui, Raphaël, je viendrai juste après, je viendrai te voir en privé. Jérôme aussi. Il y a deux, trois personnes qui m'ont qui m'ont envoyé des messages où j'étais un peu moins réactif. Pas mal de boulot ces 2 derniers jours, mais ouais, ouais. Pour certains trades à court, effectivement, il y a, encore une fois, qu'est-ce que je peux vous dire? La patience, ça peut paraître bateau comme terme, mais ça se vérifie hein, sur certains projets. Vous avez vu, il y en a certains, on a clôturé au bout de 3 semaines. Il y a des impulsions haussières. Vous avez vu, là, il y a pas mal de TP qui sont touchés, alors que depuis quelques jours, il ne se passe pas grand-chose. Donc, effectivement, la patience, je pense elle va nous servir sur ces prochains jours. Après, s'il y a un projet, effectivement, qui n'est pas impacté par l'impulsion haussière et qui a bien reculé par rapport au point d'entrée, là, Raphaël, je reviendrai te voir en privé, on regardera ton portefeuille et peut-être accepter l'idée de perdre 10% sur un capital engendré par un trade. Ça peut arriver si on veut mobiliser du Bitcoin. Sinon, si on n'est pas pressé, franchement, tous les projets qui sont là sont fiables en soi. Il y a de la capitalisation, donc c'est obligé que ça remonte à un moment donné. Ouais, ok. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Okay. Super. Alors, concernant la fiscalité, déclaration des cryptos, etc. en France, qu'est-ce que tu conseilles? As-tu une niche fiscale? Ouais, ben, Alexis, le précédent Zoom était lié à ça, une grosse partie sur la fiscalité. Tu peux le retrouver sur le canal, parce que je repasserai pas un quart d'heure là, on n'aura pas le temps d'en reparler. Après, effectivement, ce que j'expliquais, c'est qu'il ne faut pas faire des allers-retours fiat crypto, fiat crypto, fiat crypto.
parce que c'est ça que si à chaque fois tu as une hausse, c'est ce que tu vas devoir rendre des comptes aux impôts. Et après, il y a des plateformes intermédiaires qui permettent de pouvoir se protéger de la position fiscale. Voilà, des plateformes comme Wirex qui sont des banques de multidevises. Il y a des alternatives aussi à ça, effectivement. Voilà, de garder en tout cas les projets crypto le plus longtemps possible en crypto pour l'instant. Parce que là, c'est 30%. Hein. Vous savez que là, en ce moment en France, vous achetez une crypto 100 euros, vous la revendez 150. Si vous la remettez sur votre compte en euros, vous allez payer 30% sur les 50 euros de bénéfice. Non, vous allez payer 30% sur les 50 euros. Hop, ok, super. Quelles sont les sources pour mes enquêtes, Nicolas? Elles sont nombreuses. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mentors comme Stéphane Ognon, François Denis. Après, j'aime bien CryptoTos comme site. Après, je suis quelques blogueurs avertis sur YouTube, des traders américains aussi, des gens qui sont sur la crypto aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est une technologie qui est beaucoup plus avancée que chez nous, qui est beaucoup plus démocratisée. Ok, merci. Super. Alors, écoutez, ouais, génial. S'il n'y a pas de questions, après, on peut prendre le relais sur le groupe de discussion. Hein. Okay. Moi, je me permets de te faire un audio. C'est Kevin. Avec plaisir. Tu as parlé du BNB tout à l'heure par rapport à Binance, le fait que voilà, le coin allait augmenter parce que Binance est quasiment le numéro 1. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du CRO et du MCO par rapport à crypto.com? Parce que moi, je pense, voilà, après, c'est basé sur mon avis personnel, c'est que quand la crypto va être un peu plus démocratisée, le fait que crypto.com soit les numéros 1 en termes de recherche dans le nom de domaine, est-ce que ça ne ferait pas que beaucoup de personnes vont venir dessus, notamment il est déjà assez populaire en Asie, on sait que quand ça prend en Asie, ça explose. Donc le MCO et le CRO, tu en penses quoi? Ouais, non, c'est un choix judicieux aussi. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, diversifier, c'est-à-dire c'est faire en sorte d'avoir à chaque fois un projet qui ne correspond pas à un autre, qui est sur une niche différente. S'il fallait choisir entre celui-ci et BNB, je choisirais BNB parce que ça les rend plus solides. En tout cas, BNB, je sais que dans 5 ou 10 ans, il existera toujours. Celui-ci, je ne sais pas. Encore une fois, il y a du safe et du moins safe. Si ton projet pourrait être plus sympa dans les projets à risque. Parce que pour moi, ça reste encore un projet à risque. Donc, oui, bien sûr, à risque, bien sûr. Voilà. Alors que le BNB, on prend beaucoup moins de risques. Hein, vous l'aurez compris, il est 5e ou 6e en capitalisation. Je pense même qu'il va être dans les 3 premiers d'ici à la fin de l'année pour toutes les choses que met en place la plateforme Binance. Crypto, ouais, le crypto.com, effectivement, pour être adossé à des projets comme Naizo ou Data. Mais ils sont un peu sous-cotés en ce moment, ça je te rejoins. Ça peut être intéressant d'acheter maintenant. Après, de là à se projeter sur le moyen long terme, c'est autre chose. Mais sur l'année 2020, ouais, effectivement. D'accord. Ok, ouais, merci à toi. Avec plaisir, Kevin. Okay. Bon, super. Mais écoutez, je vous laisse. Je vous remercie en tout cas pour ce partage. On reste connecté sur le groupe de discussion, en privé pour ceux qui le souhaitent aussi. Et puis, on se dit à très bientôt en tout cas. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. À bientôt. Je te contacte en privé, Emmanuel. Avec plaisir. Ok. Allez, à plus. Bye. Allez, bye bye.